Nous sommes montés tous les trois dans la même voiture. Mon audience de divorce était prévue pour 9h30. Mon mari et sa maîtresse allaient se marier juste après cela. Mais j'ai été la seule à m'en sortir indemne. Le karma est arrivé point plus tôt que le tribunal. Aujourd'hui, mon mari Brian Kane, sa maîtresse Linda Thompson et moi-même nous rendions au tribunal civil pour mettre fin à tout. L'audience de divorce devait commencer à 9h30. Après cela, Brian et Linda devaient se marier immédiatement. Après tout, elle était déjà enceinte de 7 mois. Ce ventre parfaitement rond sous sa robe de maternité rose pâle ne pouvait plus être caché. C'était la définition même d'un mariage forcé, une cérémonie précipitée à cause du bébé. Je n'ai pas poursuivi Brian pour infidélité, même si mon cœur avait autrefois bouilli de rage. La raison était simple. Le règlement qu'il offrait était trop généreux, incluant une pension alimentaire qui me permettrait de vivre confortablement sans avoir à retourner travailler de sitôt. Parfois, l'argent est la justice la plus pratique à laquelle une femme comme moi peut s'accrocher. La voiture ronronnait doucement sur l'autoroute en direction du centre-ville, le moteur tournant comme un murmure. Brian conduisait, sa main droite ferme sur le volant, sa main gauche caressant occasionnellement la main de Linda posée sur sa cuisse. Elle était assise sur le siège passager, ses cheveux dorés cascadant sur ses épaules, les lèvres enduites d'un sourire suffisant. Je les regardais à travers le rétroviseur, me sentant comme un spectateur involontaire dans ce drame romantique. Le ventre de Linda était proéminent, et je ne pouvais m'empêcher de penser à la raison pour laquelle j'étais même là. L'infertilité. Les médecins avaient dit que c'était mon problème, et Brian l'avait utilisé comme excuse pour se réfugier dans les bras de Linda. Si tu avais pu me donner un enfant, les choses auraient été différentes, avait-il dit un jour, sa voix dégoulinante de faux regrets. Maintenant, en regardant ce ventre de femme enceinte, tout ce que je ressentais était une vague tristesse mêlée d'un étrange soulagement que tout cela soit bientôt terminé. Mais à mi-chemin du tribunal, le calme fut brisé. Cela commença par une conversation sur leur mariage à venir. Et juste comme ça, ils commencèrent à se disputer juste devant moi. Le problème ? Linda insistait pour utiliser des roses poudrées pour le mariage. Brian, avec une audition sélective, avait mal compris et pensait qu'elle parlait de roses en papier rose. Le rendu 3D venait d'arriver et l'effet ressemblait à un enterrement. Brian, tu es fou ? Qui utilise des roses en papier pour un mariage ? Tu fais ça exprès pour me contrarier ? Sa voix monta, aiguë et résonnant dans l'espace exigu. Le visage de Brian se crispa, sa prise sur le volant se resserra, et la voiture fit une légère embardée alors qu'il s'écriait. « Pourquoi tu cries ? C'était juste un malentendu. On peut arranger ça, d'accord ? » Son visage rougit, non pas de gêne, mais de la colère qui montait en lui. Linda ne recula pas. Un malentendu. Est-ce que tu écoutes vraiment ce que je dis ? Tu es toujours comme ça, tu ne fais jamais vraiment attention à moi. Ses larmes commencèrent à couler, son mascara maculant comme des taches d'encre. Brian soupira, la voix tendue. D'accord, je comprends. C'est une erreur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je conduis. La dispute dégénéra en une symphonie chaotique. Ses cris, ses grognements. J'étais assise sur la banquette arrière, appuyée contre le cuir doux. Et puis Linda se tourna soudain vers moi, la voix tremblante, suppliante, « Émilie, s'il te plaît dis-lui. Tu crois que c'est facile pour moi ? On me traite de briseuse de ménage alors que je porte son bébé. Je n'ai demandé qu'une petite chose, et il s'en fiche. À quoi bon ce mariage, alors ? Son visage rougit, ses mains protégeant son ventre comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. Je la regardai dans ses yeux larmoyants et ressentis quelque chose d'inattendu. Pas de la jalousie, mais un étrange mélange de pitié et d'amertume. Je souris légèrement, la voix douce. Oui, oui, oui. Tout est de sa faute. Ne t'énerve pas. Ce n'est pas bon pour le bébé. Brian entendit cela et son visage s'assombrit encore plus. Tu crois que je m'en fiche ? Pour qui je me tue au travail tous les jours ? C'était un petit malentendu. Faut-il que tu continues à en parler ? Il ressemblait à un enfant boudeur. Je me tournai vers lui, toujours calme. Subvenir aux besoins de la famille n'est pas facile. Je t'ai quand même pris 3 de tes maisons. Linda est enceinte. Peut-être que tu devrais être un peu plus indulgent avec elle. Je ne faisais pas de médiation parce que je me souciais d'eux, mais parce que j'étais inquiète.
Si cela dégénérait, l'audience du tribunal pourrait être retardée, et je devrais attendre encore plus longtemps pour me sortir de ce mariage. Pour éviter que les choses ne dégénèrent, je proposai à Linda, pourquoi ne viendrais-tu pas t'asseoir à l'arrière? Respire un peu. Ne t'occupe pas de cet idiot. Linda se déplaça lentement vers la banquette arrière. Je passai à l'avant. Dès qu'elle s'assit, elle recommença à râler. Tout est de ta faute. Si tu avais pu avoir des enfants, je ne souffrirais pas comme ça maintenant. Cette phrase fut un coup de poignard en plein cœur. Je me figeai, les yeux fixés sur le rétroviseur. Ces deux ordures humaines, l'une une maîtresse, l'autre un mari infidèle, et il trouvait encore un moyen de me blâmer. Je pensais, la fureur bouillonnant sous la surface. On dit que les mauvaises personnes récoltent ce qu'elles sèment. Si le karma a des yeux, alors qu'il frappe maintenant. Bam! Un fracas assourdissant explosa, suivi d'un éclair blanc aveuglant. Mes oreilles bourdonnèrent pendant quelques secondes. Le monde se brouilla comme un cauchemar. L'airbag claqua sur mon visage, me picotant fortement, mais tout ce à quoi je pouvais penser était un accident. La voiture de Brian avait percuté un gros camion. Du plateau du camion, une tige d'acier d'1 mètre de long, d'environ 7 à 8 cm d'épaisseur, s'envola comme une lance de l'enfer. En un éclair, elle transperça le pare-brise. La tige traversa la poitrine droite de Brian, déchira le siège du conducteur et empala le ventre de Linda à l'arrière. Et moi, parce que je venais de passer sur le siège passager avant, je n'ai été frappé que par l'airbag. Douloureux et étourdissant, mais rien de grave. J'étais assise là, fixant la scène horrible devant moi. Je m'appelle Émilie. J'ai 29 ans et j'enseigne les mathématiques dans un collège local. Mon travail est simple. Chaque jour, je me tiens au tableau, dessinant des équations équilibrées, expliquant aux enfants comment tout en mathématiques suit une logique et a une solution. Mais ma vie n'est rien de tout cela. Elle est désordonnée, déséquilibrée, et aucune équation ne pourrait la résoudre. Il y a 5 ans, j'ai épousé Brian, un bel homme d'affaires à la langue d'argent, qui me promettait constamment un avenir plein d'enfants et de bonheur. J'avais 24 ans alors, encore assez naïf pour croire que l'amour seul pouvait construire toute une vie. Mais la réalité était bien plus dure. Les années passaient, les unes après les autres, et je n'étais toujours pas enceinte. Pas de bébé qui pleure, pas de petits pas. J'ai commencé à m'inquiéter. Ma belle-mère, Evelyne Quint, une femme osseuse aux cheveux argentés soigneusement épinglés et aux yeux perçants, fut la première à exprimer ses critiques. Elle vivait à quelques pâtés de maison de chez nous, mais on aurait dit qu'elle était campée dans ma cuisine. À chaque visite, elle fixait mon ventre, les lèvres pincées, avant de cracher une remarque cinglante. Evelyne refusa de me laisser aller dans un hôpital réputé où de vrais médecins et des équipements modernes auraient pu réellement m'aider. Pas besoin, dit-elle, secouant la tête. Je connais un bon médecin dans une clinique de fertilité de l'autre côté de la ville. Recommandé par une amie. Il est très expérimenté. Elle était si insistante que je n'eus pas le choix. Ce médecin, un vieil homme frêle aux lunettes épaisses et à la voix grinçante, vint chez nous pour nous examiner tous les deux. J'ai essayé toutes les méthodes possibles pour tomber enceinte. Ces suppléments hormonaux quotidiens avaient un goût aussi amer que ma déception grandissante. Je suivais mes cycles menstruels sur l'application de flux, marquais chaque jour d'ovulation, planifiais les relations sexuelles comme un problème de mathématiques complexe. Mais je ne concevais toujours pas. Chaque fois que la bandelette de test affichait une seule ligne, j'avais l'impression que mon cœur était écrasé. Je ne faisais pas confiance à ce vieux médecin, alors je suis allé secrètement dans un grand hôpital pour des tests appropriés. Les résultats sont revenus normaux. Mes niveaux d'hormones étaient bons. Mon corps jaune était sain. Mes cycles fonctionnaient comme une horloge. Le médecin sourit et me tapota l'épaule. Vous allez parfaitement bien, Émilie. Rien à craindre. J'ai rapporté le papier à la maison, les mains tremblantes en le tendant à Brian, ma voix suppliante, vois, je vais bien. Peut-être que le problème vient de toi. Nous devrions te faire examiner aussi. Mais le visage de Brian rougit de colère. Il jeta le papier sur la table. Tu me blâmes maintenant? Je suis parfaitement en bonne santé. C'est toi qui dois faire plus d'efforts. Il quitta la pièce en furie, me laissant assise là, serrant le papier maintenant froissé dans mes mains. Nous avons continué comme ça pendant des mois. Des disputes en boucle, des cris qui résonnaient dans la maison,
suivi de longues périodes de silence qui ressemblaient à une malédiction. Tout a finalement explosé le jour où Brian est apparu à ma porte avec Linda, une jeune femme visiblement enceinte. Il se tenait là dans l'embrasure de la porte, le bras de Brian autour de ses épaules, sa voix plate comme s'il commentait le temps. « Emily, je suis désolé, mais Linda est enceinte de mon enfant. Je n'ai aucun problème. » Je restai figé, ma main agrippant le chambranle de la porte jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, mon cœur se brisant. Il utilisa son ventre comme preuve, comme une arme. Ma rage se mêla à mon chagrin. Je définis les conditions de notre divorce. 3 des maisons me reviendraient, et il ne lui resterait qu'une partie de l'argent. Une demi-heure après l'accident, les sirènes perçantes de la police résonnèrent dans l'air, mêlées aux hurlements des camions de pompiers et des ambulances, toutes se précipitant comme des bêtes métalliques, bloquant la moitié de la route. La fumée s'échappait toujours épaisse du moteur du camion. J'étais assise au bord de la route, enveloppée dans une couverture de survie, frissonnante. Mon visage devait être pâle, les yeux vides, fixant le vide comme si mon âme était encore piégée quelque part à l'intérieur de cette voiture accidentée. Des gens se rassemblaient autour. Le conducteur du camion tremblant, quelques curieux qui avaient arrêté leur voiture. Certains ont essayé de me réconforter. Une main a tapoté doucement mon épaule. « Vous allez bien ?» Je me suis contenté d'acquiescer, serrant plus fort la couverture. « Vous êtes Emily ?» demanda un jeune policier, s'approchant avec un carnet à la main, son ton sérieux mais compatissant. J'acquiesçai de nouveau, la gorge sèche comme du papier de verre. Il griffonna quelques notes et demanda, les 2 personnes blessées dans la voiture. « Quelle est leur relation avec vous ?» Je pris une profonde inspiration, forçant ma voix à rester stable. « L'homme est mon mari, Brian Quinn. La femme, le bébé dans son ventre appartient à mon mari. » L'expression de l'officier se durcit instantanément, les sourcils levés alors qu'il me regardait comme une suspecte. « Madame, vous savez que les contrats de maternité de substitution sont légaux en Californie, n'est-ce pas ?» Je me figeai, la bouche ouverte. Puis je montrai du doigt l'épave tordue à quelques mètres de là, où Brian et Linda étaient encore piégés, et m'écriai, la voix tremblante de fureur. « Regardez-les s'accrocher l'un à l'autre comme des amants, vivant et mourant ensemble. Cela ressemble-t-il à un contrat de maternité de substitution pour vous ? Ce sont des fiancés et des amants. » De l'intérieur de la voiture, des gémissements faibles retentirent, déchirant l'air déjà suffocant. Linda, le visage blanc comme un fantôme, les yeux remplis de larmes, serrait son ventre gonflé, tremblant, gémissant. « Ça fait mal. S'il vous plaît, sauvez-moi. Sauvez-moi d'abord. » Sa voix se brisa de désespoir comme un animal blessé implorant la vie. Brian, la poitrine droite transpercée par la tige d'acier, sa chemise blanche trempée de rouge, haleta douloureusement, criant d'une voix rauque, « Ne bougez pas. Bon sang. Ne bougez pas. Vous m'entendez ? Je suis aussi en agonie. À l'aide. Que quelqu'un m'aide d'abord. » Son visage se tordit de douleur. Puis un officier plus âgé s'approcha, mâchoire carrée, moustache argentée, son expression grave comme un juge présidant un verdict. « Très bien, dit-il. Nous avons un problème sérieux ici. Vous devrez peut-être décider. » Il s'avéra que l'équipe de secours était confrontée à une situation impossible. La tige d'acier, épaisse comme mon poignet, les avait empalés tous les 2 d'une manière horrible, traversant le poumon droit de Brian, perçant le siège du conducteur et s'enfonçant directement dans l'abdomen de Linda. Les secouristes expliquèrent d'urgence, désignant les blessures. Le poumon droit de Brian était perforé, le sang inondant sa cavité thoracique. La blessure de Linda avait probablement affecté son foie et sa rate, et l'état du fœtus était incertain. Le rythme cardiaque fœtal était irrégulier. S'il sauvait Brian d'abord, il devrait couper la tige près de son siège. Mais ce genre de force tordrait l'autre extrémité à l'intérieur du corps de Linda, déchiquetant ses organes, et le bébé ne survivrait pas. S'il sauvait Linda d'abord, il ne pourrait pas simplement la couper. La seule façon serait de détacher le corps de Brian de la tige sans plus de dégâts. Mais cela laisserait un trou béant dans sa poitrine, provoquant une augmentation de la pression artérielle pulmonaire. Il mourrait instantanément. C'était un paradoxe de la vie réelle, un problème sans solution, et l'équipe de secours resta figée. Emily. La voix de Brian se brisa, ses yeux pleins de supplication, ses lèvres tremblantes, sa main tressaillant faiblement dans l'air. « Aidez-moi » murmura-t-il. « Emily, s'il vous plaît,
sauvez-moi. Sauvez-moi aussi. J'ai encore mon bébé. Linda sanglota, sa voix tremblante, et dans son désespoir, il y eut quelque chose de primordial. L'instinct maternel, une mère se battant pour la vie de son enfant, ses mains serrant son ventre protecteur. Les secondes s'écoulaient comme des heures, leur tension artérielle baissant, leur respiration s'affaiblissant, et toujours les secouristes ne pouvaient pas décider. Puis soudain, tous les regards se tournèrent vers moi, comme si j'étais le juge qui avait le dernier mot. Je sortis mon téléphone de mon sac à main, mes mains tremblant en composant le numéro. Laissez-moi appeler quelqu'un pour obtenir des conseils d'abord, dis-je à l'officier. J'ai essayé d'appeler ma belle-mère. 2 sonneries, puis elle raccrocha. J'ai réessayé. Occupé. On dirait qu'elle a bloqué mon numéro, dis-je avec un demi-sourire amer. Je me suis souvenu que Brian avait dit un jour que ses parents étaient en vacances en Europe, ne revenant pas avant lundi prochain. Leur téléphone était probablement en mode avion. Peut-être que je pourrais essayer le téléphone de Brian à la place. Luttant contre le dégoût, je m'approchai de l'épave, cherchant le téléphone dans ses poches ensanglantées. Juste au moment où je le déverrouillais, un appel entrant apparut. C'était l'organisatrice de mariage. Je répondis. Une voix féminine joyeuse se fit entendre. Monsieur Quint, nous appelons juste pour confirmer les arrangements floraux pour le mariage. Je lui fis ma suggestion, ma voix calme et stable. Pour le mariage de Monsieur Quint et Mademoiselle Thompson. Je pense que vous feriez mieux d'opter pour des fleurs en papier. Je vis la lumière s'éteindre dans les yeux de Brian en temps réel. Son visage se tordit et une gorgée de sang gicla, éclaboussant la tige d'acier. Au même moment, les 2 ambulanciers près du siège arrière crièrent de panique. La femme enceinte fait une crise. Nous devons agir maintenant. L'officier m'arracha le téléphone des mains, coupa immédiatement l'appel avec l'entreprise de mariage et tenta de joindre leur famille à la place. Mais la famille de Linda n'était pas de la région, et les parents de Brian étaient toujours en l'air, totalement injoignables. Des larmes montèrent dans mes yeux alors que je regardais les secouristes, leurs visages tendus de concentration, la sueur coulant de leurs tempes. Finalement, je pris une profonde inspiration et parlai doucement. Peut-être qu'il faut les laisser partir ensemble. Aidez-les à partir paisiblement sans douleur. Tout le monde se tut, me regardant comme si j'avais perdu la tête. L'officier, qui semblait être le capitaine, un homme grand avec une moustache épaisse et un visage sévère, parla fermement. Madame, je comprends vos sentiments, mais ce sont des vies humaines. Ce n'est pas quelque chose dont on peut plaisanter. J'acquiesçai, mon ton calme, presque détaché. Vous avez raison. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Alors, faisons ça équitablement, lançons une pièce. L'officier cligna des yeux, sans voix, serrant sa radio comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Je me suis souvenu que quelqu'un avait dit un jour, le sens de lancer une pièce est que, lorsqu'elle est en l'air, vous réalisez soudain ce que vous voulez vraiment. Je pensais, la personne qui a dit ça n'a jamais dû se retrouver dans une situation où son mari infidèle et sa maîtresse se noyaient ensemble, ou, dans ce cas, empalés par la même tige d'acier. Au moment où l'équipe de secours décida finalement d'agir, l'air sur le lieu de l'accident était devenu encore plus suffocant. Le grincement aigu de l'acier à métaux fendit le silence de mort comme le hurlement de la mort elle-même. Ils choisirent de sauver Linda en premier car le rythme cardiaque fœtal devenait erratique. Le capitaine de police me regarda, sa voix lourde. Emily, nous allons essayer de séparer la tige d'acier du corps de Brian en premier, mais le risque est extrêmement élevé. J'acquiesçai, serrant la couverture de survie si fort que mes ongles s'enfonçaient dans ma peau, pensant, risque. Toute cette vie est déjà un pari. Ils commencèrent le sciage. La barre d'acier tremblait à chaque coupure, et le sang jaillissait de la blessure de Brian comme une fontaine, tachant l'asphalte de rouge. Brian poussa un cri déchirant, son visage tordu de douleur. Mais finalement, il ne put échapper à son destin. Il perdit trop de sang. Son corps convulsa encore quelques fois, puis s'immobilisa. Son souffle s'arrêta. Ses yeux restèrent grands ouverts, fixant le ciel gris comme s'il accusait le destin lui-même. Linda fut extraite de la voiture, son visage pâle comme du papier, serrant toujours son ventre, gémissant faiblement, « Mon bébé, sauvez mon bébé !» Ils la transportèrent en urgence sur une civière, l'ambulance s'éloignant sur la route. Sur le chemin de l'hôpital, l'officier me raconta plus tard que Linda avait souffert d'une hémorragie cérébrale due à des complications de grossesse.
Les médecins se sont battus pour la sauver pendant 3 heures, mais elle n'y est pas parvenue. Le fœtus de 7 mois a été extrait par césarienne d'urgence. Un minuscule petit garçon pesant à peine 1,4 kg, ridé et rouge, immédiatement placé en unité de soins intensifs néonatales, entouré de tubes et de moniteurs dans un incubateur. J'arrivai à l'hôpital plus tard, mes pieds traînant sur le sol froid et carrelé du couloir blanc, l'odeur de désinfectant me faisant tourner la tête. À l'accueil, un médecin m'arrêta, tenant une feuille de coups médicaux détaillée, sa voix monocorde. « Mademoiselle, nous avons besoin que vous payiez les frais d'hôpital pour le bébé. » Je restai figé, complètement stupéfaite. « Pardon ? Vous me demandez de payer pour le bébé de mon mari et de sa maîtresse ? » Mon visage devait être affreux, les yeux grands ouverts de fureur. Une infirmière à proximité, une femme d'âge mûr aux cheveux soigneusement attachés et aux yeux fatigués, me regarda brièvement, puis répondit avec indifférence, « Oh, désolé de vous déranger. Nous ne faisons que suivre le protocole. » Son ton était aussi décontracté que de parler de la météo, mais il y avait une lueur de pitié dans ses yeux. Je me tenais devant l'usin, regardant à travers la vitre floue. À l'intérieur, le nouveau-né, à peine de la taille de ma paume, gisait dans l'incubateur, sa petite poitrine montant et descendant sous une fine couverture, le moniteur cardiaque bipant régulièrement. Je ne pouvais m'empêcher de soupirer. Je me tournai vers l'infirmière, ma voix fatiguée. La famille de Linda n'arrivera que demain. Parlez-leur plus tôt. Quant à mon ex-mari, nous allons l'incinérer pour l'instant. Après tout, je suis toujours légalement sa femme. J'avais tous les papiers, donc tout le processus s'est déroulé sans accroc cet après-midi-là. Il est mort dans l'après-midi. La crémation était prévue pour le lendemain matin. Ce n'est pas que j'étais sans cœur envers les parents de Brian. Ce sont eux qui ont bloqué mon numéro. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois, mais les appels sont restés sans réponse. Quand je suis rentré à la maison, j'ai immédiatement appelé ma mère. Quand je lui ai dit que Brian était mort, elle a répondu platement. Eh bien, après le divorce, il pourrait aussi bien être mort. Je croassais, la voix rauque. Non, pas seulement mort au sens figuré. Mort. Mort. Biologiquement. Ma mère est restée silencieuse pendant 3 secondes, une lourde pause sur la ligne. Puis elle éclata de rire, fort et clair comme une libération. Émilie, ne le dis pas encore à ton père. Le médecin a dit pas de chocs émotionnels après son opération. J'acquiesçai même si elle ne pouvait pas le voir, ma voix lasse. Oui, laisse-moi d'abord m'occuper des biens. La maladie de mon père avait été déclenchée par les quins. Cela l'avait tellement mis en colère qu'il s'était retrouvé à l'hôpital. Depuis que Linda était tombée enceinte, Brian et sa mère avaient sali mon nom sur Facebook, m'accusant d'être infertile, disant que j'avais trompé leur famille dès le début. Pour me forcer à divorcer, ils étaient même venus à l'école où j'enseignais. Puis ils s'étaient présentés à l'entreprise de mon père, faisant un scandale. Il fut tellement furieux qu'il eut une crise cardiaque. J'ai serré les dents et fait rédiger une plainte par un avocat, les poursuivant pour diffamation et détresse émotionnelle. Voyant que j'étais sérieuse, la famille Quin a finalement reculé et s'est excusée. Ils ont accepté la division des biens, 3 maisons pour moi, et ils ne garderaient que l'argent pour finaliser le divorce pacifiquement. Oui, j'ai peut-être eu l'air froide, détachée, debout sur le lieu de l'accident aujourd'hui sans expression, les yeux secs alors que je regardais le corps de Brian recouvert d'un drap blanc. La police, les pompiers et le personnel médical étaient tous des professionnels, calmes, concentrés, travaillant rapidement, parce que c'est ce que leur travail exigeait. Sauver des vies, pas juger. Mais est-ce que quelqu'un savait ? Avant de voir le corps de Brian devenir froid, sa peau pâle, son sang séché. J'avais déjà regardé mon propre cœur se figer petit à petit. J'étais autrefois une jeune fille brillante pleine d'espoir pour le mariage, croyant à l'amour éternel. Mais qu'ai-je reçu en retour ? Des remarques dédaigneuses de Brian comme « arrête de râler. Je suis fatigué ». Après chaque dispute, son égoïsme cruel s'éloignant quand je pleurais. Un mariage rempli de disputes mesquines sans fin, une culture familiale toxique et sa dépendance maladive à sa mère. C'est sa famille qui a déchiré mon rêve de foyer, me forçant à finalement y mettre fin. La vie est parfois juste de la manière la plus brutale. Allongé sur le grand lit dans la chambre plongée dans le noir, les couvertures emmêlées autour de moi. Je fixais le plafond. Cette pièce était autrefois celle où nous partagions d'innombrables nuits.
Brian me tenait par derrière et me murmurait des douceurs ringardes. Tu es tout pour moi, Emily. Et maintenant, en pensant à l'homme que j'avais tant aimé, avec qui j'avais partagé un lit, maintenant mort, réduit en cendres dans une urne froide quelque part. Je ressentais une agitation insupportable. Mon cœur battait la chamade, non pas de tristesse, mais d'un étrange vide, comme si mon corps se rebellait contre le silence soudain. Je me tournais et me retournais, serrant le drap de lit jusqu'à ce qu'il se froisse, jetant les couvertures, des perles de sueur se formant sur mon front, même si la climatisation soufflait à fond. Finalement, je n'en pouvais plus. Je rampais hors du lit, mes pieds nus frappant le plancher de bois glacial, et je trébuchais hors de la pièce jusqu'à la cuisine, me préparer un bol de nouilles instantanées, manger et bu jusqu'à ce que je me sente enfin un peu mieux. Il s'avère que j'avais juste faim. Je me moquais de moi-même. Les gens ont tendance à trop compliquer les choses, mais parfois, tout ce qu'il faut, c'est un bol de nouilles. Cet été, je n'ai pas eu à travailler. C'était les vacances d'été, le long congé pour les enseignants, un moment pour se détendre, lire ou voyager. Mais cet été s'était transformé en un tourbillon chaotique. Quand Brian fut incinéré, je dormais encore profondément, épuisé après une journée entière à l'hôpital et au salon funéraire, dormant si profondément que le téléphone qui sonnait ne me réveilla même pas. Quand j'ai enfin ouvert les yeux, le soleil était déjà haut. Je les ai frottés et j'ai pris mon téléphone pour voir un appel manqué du service funéraire. J'ai rappelé. L'homme au bout du fil parlait d'une voix calme et professionnelle. Ils m'ont demandé si je voulais récupérer les cendres en personne ou les faire expédier. Ils m'ont également demandé quel design d'urne je préférais. Quelle taille? Quel matériau? Je suis allé chercher les cendres. Ce matin-là, en conduisant dans des rues familières. Au salon funéraire, un membre du personnel m'a tendu une urne en céramique grise, lourde dans mes mains, lisse et polie comme un objet de décoration sans âme. Je l'ai emmenée à la plage, me suis tenu sur le sable blanc et doux, le vent marin me fouettant les cheveux, l'air salé piquant mon nez. J'ai ouvert l'urne. Les cendres furent emportées par la brise, dérivant dans les vagues déferlantes. J'ai murmuré, au revoir, Brian. Les cendres disparurent rapidement comme des souvenirs évanouis, me laissant là, les orteils enfouis dans le sable humide, me sentant légère, mais vide. Cet après-midi-là, je suis allé au bureau de l'avocat. Le bureau de Frank Douglas était au 5e étage d'un élégant immeuble en verre, l'air froid de la climatisation. Une légère odeur de papier et de café dans l'air. Il m'avait été recommandé par un ancien élève. Frank était jeune, environ 30 ans, les cheveux bruns soigneusement coupés, portant un costume gris bien ajusté, le visage lumineux avec un sourire enthousiaste. Au début, j'étais sceptique, regardant son jeune visage et pensant, il est si jeune. A-t-il assez d'expérience? Et si mon affaire devenait compliquée? Mais Frank me convainquit rapidement par la logique. Assis derrière un bureau en bois brillant, feuilletant des documents, il dit avec confiance, une affaire comme la vôtre n'est pas compliquée. Tout dépend de qui est le plus persévérant. Les avocats plus âgés, ceux qui ont une réputation à protéger, ont tendance à être conservateurs et vous diront de régler. Ce ne sont que des gens comme moi, qui construisent encore un nom, qui sont prêts à tout risquer. Je le regardais dans les yeux, stable, sincère, et décidé de lui faire confiance. Frank feuilleta rapidement les dossiers, prenant des notes sans arrêt, puis fit quelques calculs. Le résultat me laissa stupéfaite. Je restai figé sur le fauteuil en cuir souple, la bouche ouverte. Non, ce n'est pas possible. Nous avions déjà convenu. Après le divorce, j'aurais les 3 maisons d'une valeur de 1,8 million. Pourquoi maintenant? Est-ce si bas? Ma voix monta, furieuse, ma main frappant légèrement la table. Frank ajusta ses lunettes et expliqua calmement, désignant les chiffres sur le papier. Vous voyez ici, oui, le bien immobilier de 1,8 million a été convenu dans le divorce, tout vous revenant. Mais maintenant que votre mari est décédé, la moitié de cela fait partie de sa succession. Selon la loi, la succession est soumise aux règles de la communauté de biens, ce qui signifie que vous obtenez 50%. Et le reste est partagé entre ses enfants. Donc votre part ne représente plus que 900 000 $. Au total, vous vous retrouvez maintenant avec environ 1 million. J'étais assise là, agrippant la coudoir de la chaise, mon esprit en ébullition. Une professeure de mathématiques de collège, et pourtant je venais d'être prise au dépourvu par un problème de niveau primaire. C'était donc ça. Une célébration prématurée.
J'avais supposé qu'avec Brian parti, moi, l'épouse légale, hériterais automatiquement de tout. Outre les 3 maisons, je pensais avoir droit à ses parts de société, à l'argent en banque, aux investissements. Mais quand Frank creusa plus profondément, feuilletant les documents financiers avec un air sérieux, il secoua la tête. Mademoiselle est, votre mari n'a rien laissé derrière lui. En fait, il avait plus de 70 000 $ de dettes de carte de crédit. Je me levai d'un bond, le visage rouge. Ce salaud, de tous les moments pour mourir. Il a choisi celui qui me coûte des centaines de milliers. Ma voix résonna dans le bureau, mes poings frappant la table, la rage montant comme une marée. Frank me regarda, la voix calme. Mais vous êtes-vous déjà demandé, avec quelqu'un d'aussi calculateur que votre ex-mari? Pensez-vous qu'il vous a vraiment tout laissé si facilement? Cela me réveilla. Vous voulez dire qu'il a peut-être caché des biens? Frank hocha la tête, tapotant son stylo sur le bureau. Il y a 80 à 90% de chances, mais les retrouver serait difficile. Les astuces typiques incluent le transfert d'actions de la société au nom des parents, le déchargement de comptes de courtage. Sans preuve solide, si l'autre partie ne l'admet pas, le tribunal ne se rangera probablement pas de notre côté à moins que nous ne puissions retracer la piste de l'argent et déposer une demande d'enquête complète. Les mots de Frank déclenchèrent quelque chose dans ma mémoire. En octobre dernier, Brian avait dissous 2 sociétés à son nom, alléguant de mauvaises performances. Puis il avait aidé ses parents à enregistrer une nouvelle société, les listant comme propriétaires tandis qu'il en restait le gérant, la dirigeant toujours directement, mais ne touchant qu'un salaire minimum. À y repenser, n'était-ce pas à peu près au moment où Linda est tombée enceinte? Il avait préparé le terrain pour un plan de secours depuis le début. Pas étonnant qu'il n'ait cessé de crier qu'il partirait sans rien pendant le divorce. Sans parler du fait qu'au début de cette année, mes beaux-parents avaient acheté un appartement de 200 mètres en disant qu'ils avaient gagné de l'argent en bourse. Sérieusement, avant leur voyage en Europe, Brian les avait même emmenés faire le tour de Hong Kong et de Macao. Et quand ils sont revenus, ils se sont vantés auprès de tout le monde d'avoir fait un gros coup dans les casinos. Faire un gros coup. Assez gros pour envoyer leur propre fil directement dans sa tombe. Frank me regarda doucement. Alors, mademoiselle Emily, quel montant attendez-vous? Je fis une pause, me redresser et le regarder dans les yeux. Voici l'accord. Nous avions initialement convenu d'une réduction de 15%. Je la monte à 20%. Quel que soit le montant que vous m'aidez à récupérer, je gagne et vous gagnez. Ne me parlez pas de morale. Tant que c'est légal, je m'en fiche. Frank ajusta ses lunettes, souriant, ses yeux brillants d'excitation. Vous l'avez dit. Je ressens déjà le frisson. Un partenariat basé uniquement sur l'argent. Cela ne semble-t-il pas plus solide qu'un mariage? Le lendemain matin, tout commença à basculer de la manière la plus inattendue. Frank Douglas, le jeune avocat en qui j'avais autrefois eu confiance, m'envoya un avis par email de notre contrat. Le week-end, quand je suis allé rencontrer les parents de Brian, je les ai trouvés assis à côté de nul autre que Frank lui-même, souriant comme un agent d'assurance véreux arnaquant les personnes âgées. La première ronde de négociation portait sur la garde de l'enfant. Au moment où je suis entré dans la pièce, la mère de Brian, Karen Quinn, a éclaté en sanglots dramatiques, pointant un doigt tremblant vers mon visage. Emily est, femme sans cœur. Comment osez-vous incinérer Brian sans nous le dire? Vous avez assassiné mon fils. Elle s'est jetée sur moi, agitant les bras comme si elle voulait me gifler, sa voix stridente résonnant dans la pièce. Le père de Brian, Arthur, était assis à côté d'elle, le visage pâle, serrant les accoudoirs de sa chaise, murmurant, « Karen, calme-toi. » Je suis resté immobile, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit calmement mais fermement, parce que j'étais l'épouse légale de Brian. J'avais le droit de décider. Karen s'est effondrée sur sa chaise, sanglotant de manière incontrôlable. Du côté de Linda, sa mère, Martha Thompson, et son jeune frère Mike étaient venus. Martha ne pleurait que doucement, secouant la tête comme si son monde s'était effondré. J'étais assise dans le coin, observant le petit spectacle se dérouler. Karen essuya ses larmes avec un mouchoir puis parla, la voix douce mais calculatrice. Tant que vous nous laissez élever le bébé, nous ne demanderons pas le retour des cadeaux, de l'acompte pour la maison que Brian a donnée, ni des cadeaux de mariage, de la bague de fiançailles et de la parure de bijoux. Elle jeta un coup d'œil au Thompson avec des yeux scintillants. Moitié espoir, moitié menace. Les Thompson échangèrent des regards.
Le visage de Martha devint pâle et Mike se mordit la lèvre inférieure, les yeux fuyants alors qu'il calculait. Ils étaient des immigrants récents et semblaient avoir peur de perdre, clairement hésitants. Martha murmura à son fils, « Mike, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Mike répondit, la voix tremblante mais essayant de paraître audacieux, tapant la table du poing. « Mais l'enfant est aussi celui de ma sœur. Maintenant que les deux parents sont partis, n'a-t-il pas aussi des droits d'héritage? Si nous renonçons à la garde, perdons-nous notre part de la succession ?» Martha hocha vigoureusement la tête, les larmes coulant de nouveau. « Oui, c'est ça, Mike. » Frank se racla la gorge, ajusta ses lunettes et dit d'une voix douce mais tranchante, « La division des biens s'accompagne de la responsabilité de prendre soin. Si vous voulez la garde de l'enfant, vous devez également vous engager à l'élever jusqu'à l'âge adulte. » Mike cligna rapidement des yeux, tapant la table, adoptant un faux air de confiance. « Nous pouvons l'élever, mais élever un enfant coûte de l'argent, et il était clair qu'il n'avait pas réfléchi à tout cela. » Je jetai un coup d'œil à Frank. Ses yeux pétillaient comme s'il attendait son moment. Karen ricana, pointant Mike du doigt. « Tu l'élèves ? Très bien. Mon petit-fils est en usin en ce moment, coûtant plus de $1000 par jour. Peux-tu te le permettre ?» Sa voix monta, dégoulinante de sarcasme alors qu'elle énumérait les dépenses en agitant les mains. Bien sûr, les Thompson commencèrent à hésiter. Martha baissa la tête, serrant plus fort son mouchoir, et Mike se mordit la lèvre, le regard baissé. Finalement, après d'autres murmures étouffés, ils acceptèrent de renoncer à la garde, mais seulement si la famille Quinn promettait de ne pas demander l'argent que Brian leur avait donné auparavant. Les deux parties parvinrent à un accord initial et commencèrent immédiatement à le rédiger, encre noire sur papier blanc. Frank leur rappela, voix égale. Cet accord doit lister toutes les dépenses antérieures en détail. Martha, tremblante, commença à tout énumérer. Une voiture, une maison, un appartement commercial, des appareils ménagers, la bague de fiançailles et la parure de bijoux. Tout cela représentait plus de 2,4 millions de dollars. Au moment où l'accord fut signé, je me levai, sortis mon téléphone et pris une photo du document. Les deux familles se figèrent. Karen réagit la première, son visage devenant rouge, me pointant du doigt. « Emily, qu'est-ce que tu fais ? Ça n'a rien à voir avec toi. Pourquoi prends-tu des photos ?» Sa voix résonna de fureur. J'haussai les épaules, calmement, me rasseyant. « Vous demandez pourquoi cela m'implique ? J'étais l'épouse légale de Brian pendant notre mariage. Il a secrètement siphonné de l'argent vers une autre femme et sa famille. N'ai-je pas le droit de le réclamer ? » La famille Thompson paniqua immédiatement. Martha devint blanche, serrant sa poitrine. « Emily, qu'est-ce que tu veux dire ? N'avons-nous pas convenu que personne ne le réclamerait ? » Mike se leva, claquant la table. « C'est une fraude. » Je ris, secouant la tête. « Qui a convenu ? Ai-je signé quoi que ce soit ? Ai-je dit cela ? Les parents de Brian ont dit qu'ils ne le réclameraient pas, mais ce n'est même pas leur argent. Quant à moi, je veux ma part. Désolé. 2,4 millions, n'est-ce pas ? Je vous suggère de le rendre rapidement avant que je ne vous poursuive. La pièce éclata. Karen hurla, « Emily, es-tu devenue folle à cause de l'argent ? Même si tu as un point, nous ne pouvons pas le rendre. C'est l'héritage de mon petit-fils. » Je plissai les yeux, incliné la tête avec un sourire narquois. « Oh, et où est votre petit-fils maintenant ?» Le visage de Karen se tordit de rage, rougissant vivement comme si elle allait exploser. Mon petit-fils est le fils de Brian. Même s'il est né prématurément, c'est toujours une personne. Il a des droits d'héritage. Je souris, posant mon menton sur ma main. Alors, comment allez-vous prouver que le bébé est celui de Brian ? J'ai sorti les dossiers d'obstétrique de mon sac, les ai étalés sur la table avec un froissement de papier, et j'ai désigné les chiffres. Regardez ici. J'ai fait mes analyses de sang et mes échographies. Tout est revenu normal. Brian et moi avons été mariés pendant 5 ans et n'avons pas eu d'enfant. J'ai des raisons de demander au tribunal de vérifier si mon défunt mari était même capable de reproduction. Karen pâlit, ses doigts tremblants effleurant les documents. Je continuai, la voix tranchante. Alors, comment allez-vous prouver que l'enfant de Linda est celui de Brian ? Un test ADN ? Désolé, Brian a déjà été réduit en cendres. Martha intervint, la voix tremblante,
mais peut-être à partir de ses cheveux ou de quelque chose de la maison. Je secouai la tête et les regardai droit dans les yeux. Vous voulez venir chez moi pour collecter des cheveux ou des traces de sa vie. J'ai fait nettoyer en profondeur et rafraîchir tout l'endroit le lendemain. Tout est impeccable. Il ne reste plus rien. Frank Douglas, toujours le travailleur diligent, ou peut-être fidèle à ses nouveaux clients, se rangea immédiatement du côté des parents de Brian. Il ajusta ses lunettes et parla professionnellement. Martha, je dois vous avertir des risques légaux. Si vous ne pouvez pas prouver que l'enfant est celui de Brian, votre famille sera tenue de restituer tous les biens offerts. Martha paniqua, son visage livide, serrant sa poitrine. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Ne racontez pas de bêtises, cria-t-elle, tremblante. Ma fille Linda était une bonne fille. Depuis qu'elle était avec Brian, elle n'a jamais vu personne d'autre. Elle l'attendait pour finaliser le divorce. L'enfant est définitivement celui de Brian. Je posai mon menton sur ma main à nouveau, inclinai la tête et répondis avec un sourire moqueur. Martha, voulez-vous vous entendre dire cela à nouveau? Une bonne fille qui a séduit un homme marié, est tombée enceinte et l'a attendu pour divorcer de sa femme. Martha se tut, son visage rougeoyant, ses mains serrées autour de son mouchoir alors que les larmes revenaient, les sanglots résonnant dans la pièce. Je m'en fichais désormais. J'ai juste haussé les épaules, me suis levé de ma chaise et leur ai tourné le dos pour sortir. Mais plus tard, j'ai découvert que, sous la persuasion de Frank, ma belle-mère avait secrètement prélevé des échantillons d'elle-même et de son mari pour tester leur relation avec le bébé. Ce que je ne réalisais pas alors, c'est que les choses étaient sur le point de bouleverser tout ce que je croyais savoir. En attendant les résultats ADN, j'ai secrètement invité Frank à dîner. Nous étions assis en face l'un de l'autre. Il coupait son steak avec une précision exercée, les couverts glissant gracieusement pendant que je grignotais ma salade, ma voix calme. Merci d'avoir aidé à orchestrer cette petite pièce. Si les deux familles ne s'étaient pas exposées, je n'aurais jamais su combien d'argent Brian avait donné à sa maîtresse. Frank Douglas sourit, des fossettes apparaissant, ses yeux pétillants sous la lumière. C'était juste le prélude, pensais-je. Exactement, sirotant le vin rouge foncé, ses tanins collant à ma langue, comme un rappel de secrets encore non découverts. Qui sait combien Brian avait transféré derrière mon dos? Rien que par la façon dont il avait si facilement abandonné les 3 maisons, je me suis dit que le montant réel devait être le double, voire le triple. Mais est-ce vraiment bien? J'ai demandé un peu mal à l'aise, posant ma fourchette et regardant droit Frank, il a essuyé sa bouche avec désinvolture avec une serviette blanche impeccable et a répondu, « N'avez-vous pas dit, tant que c'est légal, tout est permis ?» J'ai secoué la tête, la voix un peu plus tranchante, je disais juste ça. Frank avait pris les parents de Brian comme clients, mais m'avait secrètement aidé, un péché impardonnable dans la profession juridique. Les 2 rapports ADN arrivèrent simultanément dans la boîte de réception de Frank par un matin orageux. Il était assis dans son bureau face à 5 personnes. Le bébé avait une correspondance génétique avec le père de Brian, Robert Quinn, mais aucune correspondance avec Karen, la mère de Brian. Frank relut le rapport, zoomant sur les lignes en gras, sa voix tremblante alors qu'il lisait à voix haute. La correspondance génétique est de 99,6%. Conclusion, Robert Quinn est le père biologique de l'enfant. Karen devint pâle comme un drap, s'effondrant sur le canapé du salon, serrant sa poitrine et poussant un cri aigu. Non. Pas possible. Réalisant qu'il ne pouvait plus le cacher, Robert avoua. Brian souffrait d'azoospermie, un nombre de spermatozoïdes nuls, diagnostiqué il y a des années dans la clinique d'un ami. Mais parce que Karen désirait désespérément un petit enfant, Robert cacha la vérité, craignant qu'elle ne tombe malade de déception. Bien sûr, moi, l'épouse trahie, n'en fus jamais informé. Plus tard, lorsque la société de Brian embaucha une nouvelle réceptionniste, ce fut Linda, une jeune femme au sourire doux issue d'un milieu pauvre qui utilisa son physique pour séduire un homme marié. Mais malgré tous leurs efforts, Linda ne put tomber enceinte. Alors, Robert conçut un plan. Il utilisa d'énormes versements de cadeaux pour se rapprocher de Linda et commença secrètement à coucher avec elle. Pendant ce temps, il donna à Brian de soi-disant suppléments pendant des mois, le trompant en lui faisant croire que son azoospermie avait été guérie. Il orchestra même le transfert des biens de Brian dans une fiducie à son propre nom. Tout cela pour préparer son fils de fin de vie. Robert bomba le torse et déclara à haute voix. Même si l'enfant est le mien, Brian est parti, mais il a toujours un jeune frère.
Il tenta de convaincre sa femme de lui pardonner et d'accepter la situation. Que cela ait fonctionné ou non, je m'en fichais. Je ne me souciais que d'une chose. Donc, ce que vous dites, c'est que cet enfant n'est pas celui de Brian, n'est-ce pas? Et un frère plus jeune n'a pas de droits d'héritage légaux, c'est exact? L'avocat Frank hocha la tête, ajustant ses lunettes, la voix stable. Exact. Après d'autres altercations entre Robert et Karen, Frank réussit à rassembler toutes les preuves des biens que mon mari avait frauduleusement transférés. 3 mois plus tard, mon procès rendit son verdict. Le tribunal ordonna une enquête complète sur les finances de Brian Kane et récupéra une partie significative des biens matrimoniaux qu'il avait tenté de cacher. Au total, j'ai reçu 4,7 millions de dollars en compensation. Tenant la décision du tribunal dans ma main, mon cœur battant, je suis devenu financièrement libre pour la moitié de ma vie en un seul instant. Je suis sorti du palais de justice avec un sourire tranquille. Les papiers de divorce entre les parents de Brian n'avaient toujours pas été approuvés. Quant au bébé, il était resté en usin pendant 60 jours. Son petit corps montant et descendant sous une vitre, accumulant plus de 800 000 dollars en frais d'hospitalisation, des frais détaillés pour les tests, les médicaments, tout. Au final, il a survécu, a poussé un faible cri lorsqu'il a finalement été tenu. Mais son avenir, je ne m'en souciais plus. Ma vie était passée à un nouveau chapitre.